Bonjour, donc on va continuer avec les levures après le cours des candidoses. On va faire d'autres levures. Donc on va étudier quelques mycoses dues à d'autres levures autres que candida. Et on va commencer par les affections qui sont légèrement plus ou moins plus graves qui sont la cryptococcose, pneumocystose, microsporidiose, qui sont des affections opportunistes. Puis on passera à la malacésiose, qui est une infection légèrement bénigne. Alors, la cryptococcose. Donc, c'est une mycose cosmopolite, vous trouvez sur tout le globe, due à une levure capsulée du genre Cryptococcus. Donc, cette levure, elle possède une capsule. Elle survient habituellement chez les sujets immunodéprimés, donc, et notamment surtout les VIH, mais aussi les autres malades qui sont sous traitement, sous corticoïdes ou bien les hémopathies sévères et les greffés d'organes. En ce qui concerne la localisation, généralement, elle est responsable de meningo-encéphalite. Meningo-encéphalite. La cryptococcose, généralement, c'est une meningo-encéphalite et d'évolution. Dans l'évolution, elle est subaiguë ou bien chronique, jamais aiguë, contrairement aux méningites bactériennes et virales. Alors, comme toujours en parasitomycologie, on commence par l'étude de l'agent pathogène. On va étudier ce Cryptococcus. Donc, c'est une levure appartenant à la classe des Blastomycètes, la famille des Cryptococcacées. Il en existe plusieurs espèces, Neoformans, Gattae, Laurentée, etc. Mais Neoformans, c'est l'espèce la plus fréquente et la plus prévalente. Donc, sur le plan morphologique, c'est une levure ronde ou ovoïde. Généralement, elle mesure 3 à 8 micromètres, c'est-à-dire c'est légèrement plus petit par rapport à une globule rouge. Et elle possède une capsule mycopolysaccharidique. Bon, cette capsule, comme vous voyez sur la photo, il y a une levure à l'intérieur, puis un halo clair et un tapis noirâtre. Donc, le tapis noirâtre, c'est le colorant. L'halo clair autour de la levure, c'est la capsule. Et à l'intérieur, c'est la levure. Donc, la capsule, elle empêche la pénétration de, du colorant. Dans ce cas, c'est l'encre de Chine et c'est le critère de diagnostic. C'est la seule levure capsulée. Donc, on a vu la morphologie, maintenant l'habitat. Cryptococcus neoformans, on le retrouve à l'état saprophytique dans la nature, mais surtout dans les matières organiques, comme les fientes de pigeons et de koalas, etc., les chauves-souris, etc. Donc, en ce qui concerne le mode de contamination, comment on se contamine? C'est par inhalation de spores, c'est-à-dire par voie pulmonaire. On se contamine par inhalation de spores. Mais cette contamination, elle ne donne pas généralement de manifestation pulmonaire. C'est on inhale les spores, ces spores vont passer directement vers le cerveau pour donner une manifestation cérébrale. Et après cette manifestation cérébrale, elle va se disséminer vers les autres localisations. Pour les inoculations cutanées, c'est très très rare. Ça reste vraiment exceptionnel. Maintenant, en ce qui concerne la clinique, quelles sont les manifestations cliniques? Donc, pour l'atteinte pulmonaire, c'est la voie de pénétration via la voie pulmonaire. Elle est souvent asymptomatique, c'est-à-dire elle ne donne pas de signe, il n'y a pas de manifestation. Même on peut dire qu'il n'y a pas d'atteinte pulmonaire. On a l'atteinte, la première atteinte, c'est l'atteinte neuroméningée. C'est la localisation la plus fréquente et la plus grave. Elle évolue en mode subaigu ou chronique, jamais aigu, contrairement aux méningites bactériennes. Elle peut durer plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Généralement, on la retrouve chez les Cédiens avec un taux de CD4 inférieur à 100. C'est pour ça qu'on parle d'infection opportuniste. Ils sont particulièrement les plus touchés, c'est les Cédiens. Les signes cliniques, il n'y a pas de signes cliniques spécifiques, c'est les signes cliniques d'une méningite typique. Donc, céphalée,
fièvre, raideur de la nuque, etc. L'atteinte cutanée. L'atteinte cutanée, alors faites attention, elle est souvent due à la dissémination hématogène du champignon. C'est pas par inoculation, c'est la dissémination hématogène et manifestation cutanée, pas l'inoculation. Généralement, c'est une dissémination hématogène et manifestation de l'intérieur, pas de l'extérieur. Alors, les lésions sont acnéiformes, généralement nodulaires ou bien ulcero-croûteuses, ulcero-nécrotiques plutôt. Elles donnent un aspect, ce qu'on appelle le molluscum contagiosum. C'est l'aspect typique, comme vous voyez sur le front du malade, ici sur la photo à droite. Elle est principalement située au visage ou bien les extrémités des membres, mais surtout par dissémination. C'est le point le plus important. Regarde. Après, on a l'atteinte osseuse. Pour l'atteinte osseuse, elle donne des abcès froids, pseudo-tuberculeux, comme la tuberculose. C'est des abcès froids. Elle siège surtout au niveau des os plats et aussi les vertèbres. Mais c'est rare comme manifestation. Généralement, les cryptococcoses, on les prend en charge rapidement. Les formes disséminées, elles peuvent atteindre tous les viscères et donc l'atteinte du ganglion, la rate, foie, moelle osseuse, prostate, manifestation cutanée, etc. Mais généralement, ça se passe chez un Cédien avec un taux de CD4 vraiment inférieur à 50, c'est-à-dire un taux de CD4 effondré complètement. Comment on fait le diagnostic? Alors, le diagnostic, il est biologique. Donc, les éléments d'orientation, c'est la clinique. Ce qui nous oriente, un patient immunodéprimé qui présente des manifestations de méningite, on doit systématiquement penser à la cryptococcose. Alors, quels sont les prélèvements à demander? C'est une manifestation cérébrale, donc le LCR, premier lieu. Puisqu'il s'agit d'une fièvre, etc. Donc, on fait une hémoculture, on a les urines, LBA. Si on a des signes cutanés, on demande des biopsies et le PU. Donc, le diagnostic est facile. On va mettre en évidence cette levure devant un colorant qui est l'encre de Chine pour mettre en évidence cette capsule et poser le diagnostic. Donc, on centrifuge, on prend le kilo, une goutte de prélèvement avec une goutte de l'encre de Chine diluée en un tiers et on examine ce microscope entre la et la lamelle. Donc, ça va donner cet aspect-là, une levure entourée d'un halo noir qui représente évidemment la capsule. Généralement, on va voir les levures au sein des tissus et on va voir un halo clair toujours qui entoure ces levures et c'est toujours la capsule. C'est ce qui nous aide à poser un diagnostic facilement posé. Maintenant qu'on a fait le diagnostic avec l'examen direct et les biopsies, on fait systématiquement une culture pour identification d'espèces. Donc, généralement, on fait la culture sous actidione, chloramphénicol et chloramphénicol actidione. Donc, elle pousse au bout de 3 à 5 jours. Parfois, certaines cultures sont trop lentes, jusqu'à 3 semaines. Donc, les colonies sont muqueuses et coulantes. Et ceci, c'est à cause de la paroi de nature polysaccharidique. Ça donne cet aspect-là. Donc, on a fini avec l'examen direct. Le diagnostic direct. Alors, le diagnostic direct, on fait l'examen direct à l'encre de Chine et on doit faire la culture et on a aussi les biopsies. Il faut faire attention avec les candidoses. On fait un test antifongique. Donc, on va tester les antifongigrammes. Pour le cryptococcus, on ne peut pas le faire puisqu'il n'y a pas de corrélation in vitro et in vivo. Donc, on ne sait pas. Donc, on ne le fait pas puisqu'il n'y a pas de corrélation. Pour le diagnostic indirect, c'est une technique qu'on utilise. On a la recherche d'antigènes ou bien la recherche d'anticorps. Faites attention, c'est la recherche d'antigènes circulants qui est la technique la plus utilisée, la plus sensible, la plus spécifique. Donc, on va chercher les antigènes de ce champignon dans le LCR, le sérum, les urines, le LBA. Et ceci se fait par une technique d'agglutination au latex.
Ça s'appelle la technique Pastorex. C'est la même. Bon, si vous n'avez pas encore fait, bien connu ces techniques, c'est la même chose avec le groupage. Comme on fait le groupage, c'est la même chose. Si c'est positif, si c'est une information de voile et la sédimentation. Pour la recherche des anticorps, elle n'a pas d'intérêt puisqu'il s'agit de malades immunodéprimés. Donc, on ne peut pas trancher si c'est le malade qui ne produit pas des anticorps ou bien l'absence du champignon. Donc, elle manque de fiabilité, on ne l'utilise pas. Maintenant, passons au traitement. La cryptococcus, avec une atteinte méningée, est traitée par l'association de fungésone avec le 5-fluocytosine. 5-fluocytosine. Donc, c'est l'association des deux pendant 15 jours. Et puis, à la fin de ces 15 jours, on prend le relais par le fluconazole, bien l'étraconazole, jusqu'à la restitution de l'immunité du malade, c'est-à-dire jusqu'on augmente son taux de CD4 avec les traitements antirétroviraux contre le VIH. Alors, de préférence toujours avec l'amphotéricine B, utilisez la forme liposomale qui est moins toxique. Pas toxique contrairement à la forme d'isoxycholate qui est très toxique. Donc après la cryptococose vient la pneumocystose. La pneumocystose humaine est due à un champignon du genre Pneumocystis jirovecii, qui est un champignon cosmopolite, ubiquitaire et surtout avec un caractère opportuniste. C'est pas vraiment des levures, mais je les ai inclus avec la cryptococose vu leur caractère opportuniste. Ils s'expriment généralement avec des pneumopathies interstitielles sévères et diffuses. Ce qu'il faut savoir avec la pneumocystose, c'est qu'elle révèle le stade SIDA chez les VIH, c'est-à-dire chez un VIH, lorsqu'il atteint le stade SIDA avec un taux de CD4 inférieur à 400, la première infection opportuniste vraiment importante, c'est la pneumocystose. On va commencer par l'étude de l'agent pathogène. Donc, Pneumocystis jirovecii, il est anciennement classé parmi les protozoaires, mais vu après le séquençage des différentes gènes, et on a vu qu'il a plus de liens de parenté avec les champignons que les protozoaires. La forme infectante reste toujours inconnue, mais probablement c'est les matures. Donc, il se présente sous trois formes. Les kystes matures, ce sont eux qu'on suspecte d'être la forme infectante. Elle contient des corps intrakystiques et ces kystes, quand elles se vident, elles laissent une forme de ballon dégonflé qu'on va chercher pour poser le diagnostic direct, comme vous voyez sur cette photo-là. Ça, c'était pour les kystes matures. Après qu'elles se vident, elle va libérer les trophozoïtes. C'est les formes actives qui se multiplient. Et ces formes-là vont donner par la suite des prékystes. Et ces prékystes vont évoluer en prékystes précoces, intermédiaires, tardifs, pour donner au final un kyste mature. Donc trois formes, kyste mature, libèrent des trophozoïtes qui vont donner des prékystes qui évoluent en précoce, intermédiaire, tardif et après au final un kyste mature. En ce qui concerne le mode de contamination, donc il n'est pas clairement élucidé, mais probablement et fort possible, elle se fait par voie aérienne. La forme infestante demeure toujours inconnue. Pour les facteurs de risque, la pneumocystose est une infection opportuniste. Elle touche surtout les sujets immunodéprimés et surtout les VIH avec un taux de CD4 inférieur à 200. Elle touche aussi les patients avec hémopathie maligne, aussi les patients sous traitement immunosuppresseur et les corticoïdes, mais une particularité avec les prématurés et les dénutris chez les nourrissons. Alors, pour les aspects cliniques, on commence par les primo-infections, souvent asymptomatiques. Généralement, on fait de pneumocystose, mais on ne le sait pas chez les sujets immunocompétents. 90% des enfants ont fait déjà une pneumocystose, mais elles ne le savent pas. Il n'y a pas de signe clinique. Après vient la pneumocystose
infantiles. C'est des pneumopathies plasmocytaires. Elles touchent les nourrissons prématurés et malnutris. Elles se manifestent par des signes comme la tachypnée, la cyanose, détresse respiratoire et aussi l'altération de l'état général. Mais ce qui est important, c'est que le taux de mortalité est de 25% en absence de traitement. Mais sous traitement, l'évolution, elle a une bonne évolution. La guérison, elle est rapide et vite. Généralement, répond bien. Les malades répondent. La pneumocystose chez l'adulte immunodéprimé. On a la forme pulmonaire et la forme extrapulmonaire, qui est une dissémination généralement de la forme pulmonaire. Généralement, elle se traduit par une triade classique d'apparition progressive. On a une fièvre, dyspnée, toux sèche, et elle évolue vers une insuffisance respiratoire aiguë, jusqu'à la détresse respiratoire. Sur la radiologie, on a des images d'infiltrats interstitiels diffus bilatéraux sur les deux côtés. On appelle ça un aspect en verre dépoli ou bien des poumons blancs. C'est le même aspect que donne le Covid. L'évolution, elle est toujours mortelle en absence de traitement, mais comme toujours, le patient, généralement, les patients répondent bien au traitement qui est généralement le Bactrim. La forme extrapulmonaire. Les formes extrapulmonaires sont une dissémination de champignons à partir d'une forme pulmonaire vers les autres organes, et ceci se fait par voie hématogène. Et généralement, la localisation la plus fréquente, c'est la localisation splénique, mais en réalité, le champignon peut toucher tous les autres organes, sous une forme grave, avec une mortalité très élevée en absence de traitement. Puisqu'on a comme deux pathologies, on a la forme pulmonaire qui est grave et généralement en état de détresse respiratoire, plus on a d'autres localisations, ce qui complique un peu les choses. Mais les malades toujours répondent au traitement qui est toujours le Bactrim. Diagnostic de la pneumocystose. Alors, quels sont les prélèvements à demander? Le LBA, c'est le prélèvement de choix, mais ça complique un peu les choses, parce que c'est des malades qui souffrent généralement sur le plan respiratoire, en détresse respiratoire. C'est difficile d'effectuer ce genre de prélèvement. Les kits de lavage broncho-alvéolaire, c'est très très difficile, et généralement on se contente avec des crachats induits, comme pour la tuberculose. Pour les biopsies transpariétal ou bien transbronchique, généralement, c'est pas pour le diagnostic de la pneumocystose. Souvent, on cherche autre chose, un processus tumoral ou quelque chose comme ça, et on finit par trouver la pneumocystose. Alors, pour le diagnostic, la première des choses à savoir, il n'y a pas de diagnostic indirect, c'est-à-dire on ne va pas chercher les antigènes et les anticorps. Aussi, il n'y a pas de culture pour la pneumocystose. Donc, on va se contenter par un examen direct et la PCR. L'examen direct, on le fait après coloration. Qu'est-ce qu'on va faire? On a deux types de coloration. Une coloration, on va associer les deux. Une coloration qui colore la paroi des kystes et une coloration qui colore les constituants des kystes sans colorer la paroi. Donc, les deux colorations qui colorent la paroi des kystes, on a Gomorrhe-Grocott et la bleue de Tolbidine. C'est visible ici sur les deux photos. La structure des parois, elle colore uniquement la paroi. Aussi, la MGG, c'est la coloration qui colore les corps intrakystiques. Et on peut voir ici sur la photo les corps intrakystiques ici. La paroi reste incolore. Et vous voyez aussi déjà la taille par rapport à des globules rouges. Après l'association ces deux colorations, on a la coloration de l'immunofluorescence directe, qui est une technique de coloration utilisant des anticorps monoclonaux spécifiques à pneumocystis et qui sont marqués par un fluorochrome. C'est une technique plus sensible et plus spécifique par rapport aux deux autres colorations. Sinon, le diagnostic de choix, c'est la PCR, la RT-PCR, qui permet de donner un résultat positif au bout de 2-3 heures maximum. Pour le traitement, donc le traitement curatif et un traitement prophylactique. Un traitement curatif, il repose sur deux molécules. La première, c'est surtout la Bactrim. Bactrim, c'est la molécule de choix.
avec un traitement euh, pendant 3 semaines et on met le patient sous traitement prophylactique jusqu'à restitution de l'immunité. C'est-à-dire on va le traiter par 3 4 prises par jour pendant 3 semaines, puis le mettre sur un comprimé par jour jusqu'à la restitution de l'immunité. Ça, c'était pour la pneumocystose. Après la pneumocystose et la cryptococcose, on va voir les microsporidioses qui sont des mycoses cosmopolites et opportunistes, c'est-à-dire elles touchent principalement les immunodéprimés. Chez les immunocompétents, elles provoquent vraiment des manifestations cliniques plus ou moins bénines, voire asymptomatiques, carrément. Pathogènes. Agents pathogènes. Les microsporidies sont des eucaryotes dépourvus de mitochondries. Il en existe plus de 1000 espèces. Seules quelques espèces sont pathogènes pour l'homme. Les principales sont Enterocytosone bionysi, qui se développe exclusivement au niveau de l'intestin grêle et de l'épithélium des voies biliaires, et Encéphalitoson intestinalis, qui se développe au niveau des entérocytes, mais il est capable d'infecter d'autres muqueuses comme l'arbre urinaire et les voies aériennes supérieures. Le mode de contamination pour les microsporidies. La contamination, elle se fait très probablement par voie orale suite à l'ingestion de ces spores par le biais de l'eau ou bien les aliments souillés. On considère cette maladie comme maladie liée au péril fécal et aussi la contamination interhumaine directe par les mains souillées est également probable. Pour les manifestations cliniques de la microsporidiose, et surtout chez les patients immunodéprimés, chez les immunocompétents, c'est asymptomatique ou bénin. Chez les immunodéprimés, ça va donner des diarrhées aiguës, évoluant vers la chronicité, c'est-à-dire des diarrhées aiguës chroniques, ce qui va donner un syndrome de malabsorption et des troubles hydroélectrolytiques, ce qui va conduire progressivement vers la cachexie. Chez les sujets fortement immunodéprimés, on observe parfois une dissémination par voie hématogène vers l'atteinte rénale, pulmonaire, cérébrale, ceci selon l'espèce. Pour Ankylocytosone bionysi, il reste intestinal. Pour Encephalitoson intestinalis, il peut atteindre et toucher d'autres muqueuses comme l'arbre rénal ou bien les voies aériennes supérieures. Comment on fait le diagnostic? Le diagnostic repose sur la mise en évidence de ces spores dans les différents liquides biologiques. Par exemple, pour les manifestations digestives, on va chercher le parasite dans les selles. Pour les manifestations pulmonaires, c'est dans le LVA. Pour les FCR, c'est pour les manifestations cérébrales, c'est dans le LCA, mais le plus souvent dans les selles. Et la taille, elle est très petite pour les spores qui sont ovoïdes, généralement 1 à 3 micromètres. Donc automatiquement, on doit faire des techniques de coloration. On a pour les techniques de coloration soit un composé fluorescent qu'on appelle le Vutex 2B qui colore spécifiquement la paroi des spores et qu'on va observer sous un microscope à fluorescence qui donne une fluorescence bleue. Soit par la coloration de trichome qui colore les spores en rose sur un fond bleu, mais ces deux techniques de coloration ne permettent pas de distinguer les différentes espèces, alors que le traitement dépend de l'espèce. C'est pour ça que la biologie moléculaire reste l'outil de référence. La PCR est le meilleur moyen de diagnostic, puisqu'elle permet le diagnostic d'espèces. Le traitement de la microsporidiose dépend de l'espèce. Pour Encephalitoson intestinalis qui peut donner autre localisation que la localisation intestinale avec la voie urinaire ou bien les voies aériennes, le traitement de choix c'est l'albendazole. C'est un médicament bien toléré. L'entérocytosone bionysi qui touche uniquement l'intestin grêle, le traitement c'est la fumagiline, mais c'est un médicament toxique sur le plan hématologique qui peut provoquer des thrombopénies. Une chose à noter avec les microsporidioses, c'est le caractère de récidive, les rechutes à l'arrêt du traitement, d'où la nécessité de la restitution de l'immunité chez ces patients immunodéprimés par des traitements antirétroviraux pour les VIH ou bien par la diminution des doses des traitements immunosuppresseurs.